de spectacle avant l'âge de 22 ans. C'est étrange. L'envie de théâtre, je devais l'avoir organiquement presque, comme un besoin d'avoir un monde à la fois imaginaire, plus large que ma vie de tous les jours. Si vous faites du théâtre, si vous le pratiquez, vous ressentirez ça, plus qu'en le regardant, en le pratiquant. Puis l'énergie que ça vous donne à l'intérieur de vous, cette circulation à la fois de l'imaginaire et des forces en soi. Bref, voilà. Donc, déjà tout enfant, j'adorais, quand ça n'allait pas bien, je m'inventais, je m'appuyais sur un personnage imaginaire, puis je pouvais jouer ce personnage. Moi, j'étais Zorro, ou j'étais Superman. Il n'y avait pas tellement de héros féminins quand j'étais petite. Hein. Je ne sais pas si on a beaucoup maintenant, je me renseignerai. Bon, et puis, il y a eu aussi des petits trucs dans ma vie qui se sont passés. J'ai eu une instite, quand j'étais en CE2, qui était assez extraordinaire. Elle nous apprenait l'histoire de France en tableau vivant. Oui, formidable ça. Moi, j'ai joué Jeanne d'Arc sur son bûcher. La perfide Albion et les cochons. Puis j'ai joué après Blandine dans La Fosse au Lion qui était menée chez les doigts de pied. Puis j'ai joué Saint-Louis sous son chêne de justice. Non mais ça marque des rôles comme ça. Et puis Charlemagne aussi. Et puis aussi il y a eu l'influence de ma mère. Parce que ma mère, c'était une maman italienne, 9 enfants, et c'était la théâtralité ambulante. Aussi bien dans la comédie que dans la tragédie. Vous savez que ça avait été créé par Beaumarchais. Enfin, ça s'est passé comme ça. On jouait beaucoup ces spectacles à la Comédie Française. Et là, il s'apercevait que le directeur était payé, les comédiens étaient payés, les techniciens étaient payés, tout le monde était payé, mais lui, rien. Alors, il s'est mis d'accord avec d'autres auteurs qui vivaient la même chose, et ils ont créé la Société des droits d'auteur, pour qu'il y ait une redevance qui leur revienne à chaque représentation. Normal, justice. Ensuite, il se trouve que l'auteur étant mort, les droits sont passés en succession vers les héritiers, l'histoire des 70 ans. Voilà. Et d'une certaine façon, ça amène déjà quelque chose d'autre, parce que ça veut dire que quelque chose qui était de l'ordre de la pensée, de l'intellectuel, devient un produit. Et à partir du moment où c'est devenu un produit, ça a permis, mais ça c'est dans les 20 dernières années, ça a permis à des maisons de production de jeter leur dévolu sur les œuvres et d'en faire leur exclusivité. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé ici en 2012. Nous étions en train de jouer L'invité de David Farrago, une comédie sociale qui montre comment un employeur va se faire inviter chez son peut-être futur employé pour savoir à l'avance ce qu'il veut. On avait eu les droits. On l'avait joué un certain nombre de fois, et puis, pof, on reçoit un courrier nous disant « Vous n'avez plus le droit de tourner le spectacle, une maison de production vient d'en prendre l'exclusivité pour pouvoir le jouer à Paris. » On dit « Nous, on va jouer... » On avait un petit contrat à Fousignac, vous voyez, Fousignac, 120 habitants. On dit, laissez-nous au moins jouer à Fousignac, on va pas gêner Paris. Pas question, sinon on vous fait un procès, etc. Donc, on a été obligé d'arrêter L'invité. Cette même année-là, arrêt de L'Invité, arrêt du spectacle Love Letters, parce que 2 vedettes parisiennes reprenaient le spectacle à Paris. Arrêt de La Contrebasse de Suslint, parce que
un acteur connu qui tourne dans les scènes nationales avait pris l'exclusivité sur le spectacle. Et Arrêt des Dix Petits Nègres, une adaptation que j'avais fait presque 20 ans en arrière, et là, d'un seul coup, une maison de production a pris les droits sur toute Agatha Christie. Il y a peut-être eu encore autre chose. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'économie de marché prime maintenant sur la circulation de la pensée. En 1995, à Grenoble, la municipalité a mis à disposition le théâtre Prémol au village olympique. Le village olympique, en face de la Villeneuve, un quartier qui a été créé dans les années 68 pour les Jeux olympiques de Grenoble. Charmant petit quartier, très joli urbanisme, et aussi toute l'utopie de la mixité sociale. Sauf que, avec le temps, avec les années, le quartier s'est paupérisé, la mixité en a pris un coup, et il se trouve qu'en 1995, il y avait eu deux événements assez graves. D'une part, la bibliothèque du village olympique avait été incendiée, et d'autre part, il y avait une douzaine de jeunes qui s'étaient auto-explosés par overdose. Alors là, une municipalité, même si elle est de droite, et c'était la fin du mandat Carignan, se dit quand même que je fasse un petit quelque chose pour le quartier. Et c'est alors qu'ils se sont dit qu'on pourrait confier le théâtre Prémol à Renata Skant, qu'on appelait ironiquement la passionnariat des quartiers. Enfin, chacun ses médailles. Alors, moi, j'ai voulu relever le défi et construire un dialogue avec ce quartier. Alors, bien entendu, quand vous vous pointez dans un quartier, votre territoire, peu importe, la première chose, c'est que les autres vous voient arriver et se disent « ouais, que c'est ceux-là, les artistes, là, ils se la pètent ». Donc, en premier, il faut gagner un petit peu la confiance. Hein. Ça prend un certain temps déjà. Parce que vous voyez, c'est un peu comme dans mon jardin, ce que j'apprends, c'est que si je plante des pommes de terre, ben, je ne vais pas les récolter du jour au lendemain. Il va falloir peut-être 3 mois. Hein. Et si je plante des asperges, c'est pire. Il paraît qu'il faut attendre 3 ans avant de voir un petit bout d'asperge apparaître. L'action culturelle, c'est comme les asperges. Ça prend du temps. Il faut la durée. Et c'est seulement en 1945, avec la libération, avec ce grand souffle, que une politique d'État de décentralisation théâtrale a été mise en place. Et elle a été confiée à Jeanne Laurent, qui était sous-directrice au spectacle et à la musique. Jeanne Laurent, vous avez peut-être vu le petit que j'ai mis, hein, son nom sur la porte du théâtre. C'est quelqu'un que j'ai connu, c'était une sacrée petite bonne femme et une sacrée grande dame. Alors, elle venait nous voir quelquefois quand on jouait dans les quartiers à Grenoble, dans un foyer de jeunes travailleurs, n'importe où, aucun snobisme. Une curiosité intacte. Donc, c'est cette Jeanne Laurent qui a mis en place, qui a modifié complètement le paysage théâtral français, qui a créé cette première décentralisation en créant les premiers centres dramatiques. Du temps où elle a été, il y a eu 5 centres dramatiques qui ont été créés. Et puis, en plus des centres dramatiques, il y avait le concours des jeunes compagnies pour faire émerger de nouvelles compagnies, et aussi une aide pour la première œuvre créée par un nouvel auteur. Donc, son idée, c'était de promouvoir le théâtre, un nouveau répertoire, et surtout de le décentraliser. Et ce qu'elle voulait, elle, c'était que les centres dramatiques aient une troupe permanente. C'est très important. Pourquoi une troupe permanente? Parce que seule la troupe permanente nous permet d'avoir une cohérence de pensée dans la durée sur un projet.
Et une troupe permanente, c'est aussi une cohérence esthétique sur le plateau. Et c'est aussi la possibilité d'une relation dans la durée avec les populations. Et donc, c'était cela qu'elle affirmait. Et les premiers temps, ça existait. Il y a eu des gens comme Jean d'Asté, qu'elle avait nommé à la Comédie de Saint-Étienne. Il raconte ces moments assez extraordinaires du début de la décentralisation, qui ressemble assez aussi à ce qu'on fait encore quelquefois aujourd'hui quand on va jouer dans des lieux populaires. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de coupure encore entre culture et éducation populaire. Mais Madame Jeanne Laurent, il y a eu elle a eu contre elle les directeurs de théâtre privés parisiens et la presse. Et donc, elle n'a pu faire son travail de 1945 jusqu'à 1952, et là, elle a été mise sur le côté. Et je dirais que bien peu lui ont rendu justice, et surtout pas Jacques Lang. Et elle est morte en 89, en solitude, dans un hôpital psychiatrique. Mais bon, cet esprit de démocratisation, ce travail qu'ont fait les premiers centres, Jean d'Asté raconte lui-même qu'au bout de quelques temps, des comédiens n'ont plus voulu vivre la troupe permanente. Parce que ça voulait dire qu'il fallait rester en province. Et que rester en province, ça ne leur permettait pas de faire carrière. Parce que faire carrière, ça veut dire être à Paris. Parce que c'est à Paris qu'il y a les critiques et qu'il y a la possibilité de faire du cinéma.